Bonsoir à tous, bienvenue dans le cadre de cette conférence débat consacrée au dernier numéro de la revue Confluence Méditerranée sur le pouvoir des armées au pouvoir. Donc un numéro dédicacé à l'analyse du fait militaire dans la région MENA, que j'ai eu le plaisir de coordonner avec Agnès Levallois ici présente. Donc dans le cadre de cette table ronde sur un sujet qui est quand même relativement sensible, c'est très difficile de travailler sur les armées de manière générale. Ce n'est pas des institutions qui aiment se dévoiler. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on dit la grande muette pour l'armée française. Mais on peut imaginer que dans la région MENA, c'est encore plus difficile, étant donné le rôle un peu stratégique, légitimateur, stabilisateur des institutions militaires dans cet espace, le poids aussi des mukhabarat, donc des services de renseignement, leur incrustation, je dirais, dans ce qu'on appelle l'état profond. Et avec Agnès, c'est vrai qu'on était très satisfait d'avoir pu rassembler autant de contributions. Donc il y a 12 contributions sur un espace géographique assez large. On a articulé le numéro autour de 3 grandes thématiques qui sont les continuités et discontinuités. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis à peu près une décennie dans cet espace régional en termes militaires. Les stratégies d'adaptation et de relégitimation des armées. Et puis enfin, les évolutions sociologiques, et notamment la montée en puissance du phénomène religieux dans plusieurs armées de la région. Donc, on a le plaisir de recevoir 3 des contributeurs. Donc, Sarah Tonsi, qui est docteur en sciences politiques à l'IEPEDEX et chercheuse associée au CAREP. Massensen Cherbi, qui est docteur en droit de l'Université de Paris 2. Et enfin, Joseph Sawaya, qui est professeur d'histoire et diplômé de l'IEPEDEX. Et donc, ces contributions vont s'articuler autour de l'armée algérienne d'abord. On va commencer par l'armée algérienne, notamment les modalités. On va essayer de comprendre les modalités par lesquelles cette armée a réussi à la fois neutraliser, je dirais, les contestations populaires du Hirak. Massensen reviendra certainement sur la révision constitutionnelle de 2020. Ensuite, on aura la présentation de Sarah Tonsi sur les armées égyptiennes depuis 2014, et notamment l'arrivée au pouvoir de Sisi, avec une perspective très ethnographique. Et je pense que ce serait intéressant aussi pour nous d'avoir des éléments sur ce que c'est de travailler concrètement, d'enquêter concrètement sur des armées dans ces pays-là. Et puis Joseph qui fera une synthèse, je dirais, de son mémoire que j'ai eu le plaisir j'étais à sa soutenance sur la diversité, en fait, la question de diversité au sein de l'armée libanaise. Et c'est une vraie question, la diversité au Liban. Mais tout d'abord, je laisse la parole à ma collègue Agnès Levallois pour une intervention introductive sur la place des services de renseignement au sein de cet espace, puisque c'est un article qui avait l'avantage ou le mérite de chapeauter un peu tous les autres papiers. Donc Agnès, je te laisse la parole. Merci beaucoup Eliamine, merci beaucoup à vous d'être ici présents et aux autres qui sont en ligne. On sait que vous nous écoutez. Donc effectivement, moi j'ai une double casquette dans ce numéro puisque je l'ai coordonné avec Eliamine. Un vrai plaisir de travailler avec Eliamine pour mener ce numéro qui n'a pas été simple, je dois avouer. Travailler sur les armées, comme vient de le dire Eliamine, c'est un peu compliqué, mais on a réussi. Alors il y a des manques, évidemment, je vois tout de suite des critiques qui peuvent émerger. On n'a pas traité de toutes les armées parce que ça n'a pas été possible et il aurait fallu faire 2 numéros, mais nous avons quand même des contributions qui permettent, je crois, de comprendre un peu mieux comment fonctionnent ces armées. Et moi, au sein de ce numéro, j'ai une position un peu particulière puisque moi, je travaille plus sur la question des services de sécurité et de renseignement dans la région. Et cet article est tiré de l'enseignement que je dispense à Sciences Po en master sur ces questions de services de renseignement dans la région. Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils représentent? Et j'ai coutume de dire que les services de renseignement constituent la colonne vertébrale des systèmes politiques dans cette région, avec évidemment des différences suivant les pays, puisque ces services n'ont pas la même place dans les différents pays de la région, mais il demeure, quoi qu'il arrive, en tous les cas, un élément très important, structurant de ces systèmes politiques. Et donc, à partir de là, c'est intéressant de les regarder et d'essayer de les analyser. Alors, je vais tout de suite dire quand même une chose, c'est que c'est extrêmement compliqué de travailler sur les services de renseignement d'une façon générale, que ce soit dans les pays occidentaux, mais donc également dans les pays arabes.
Donc la partie, moi qui m'aurait intéressée, sociologique, est très difficile à aborder. Donc je ne parlerai pas de qui est dans les services et comment le recrutement se fait, parce qu'alors là, pour le coup, c'est vraiment difficile. Mais l'objet est plutôt d'essayer de comprendre quelle est la place de ces services donc, par rapport au pouvoir, quelles sont leurs missions. Et là, on peut tout de suite dire qu'il y a vraiment une caractéristique commune à l'ensemble des services de la région. C'est leur première mission, finalement, c'est la protection du régime. C'est pour ça que je parle plus de services de sécurité que de services de renseignement, parce qu'ils sont plus là pour la sécurité du régime, pour protéger le régime, plutôt que pour faire du renseignement au sens où nous l'entendons ici, par exemple en France ou dans les pays occidentaux. Donc c'est une différence importante. Et finalement, on s'aperçoit que les services de sécurité donc, sont d'autant plus importants et nombreux dans des pays dans lesquels le pouvoir politique manque de légitimité. Moins le pouvoir est légitime, plus il a des services de renseignement, non seulement qui sont importants, mais il en a plusieurs, parce que la crainte finalement de tous ces régimes, c'est la crainte du coup d'État ou la crainte de la remise en question du pouvoir. Et donc ce sont des systèmes politiques qui multiplient les services de sécurité. On disait à un moment en Syrie qu'il y avait 17 services de sécurité différents du temps de Hafez al-Assad et lorsque son fils Bachar el-Assad est arrivé au pouvoir. Alors ce chiffre est un peu exagéré parce qu'il s'agit aussi au sein d'une entité service de sous-division et qui a conduit à dire qu'il y avait 17 services. Mais au-delà de la véracité ou de l'exactitude de ce chiffre, ce que cela veut dire, c'est qu'il y a une mise en concurrence des services entre eux pour être sûr qu'aucun ne sera tenté à un moment ou à un autre de prendre le pouvoir à la place du chef. Et on voit également dans ces systèmes, alors là je parle plus particulièrement des services du Proche-Orient, les services à l'époque irakiens, syriens, alors irakiens du temps de Saddam Hussein et syriens du temps de Hafez al-Assad, mais également de Bachar el-Assad, où il y a une mise en concurrence des services de renseignement et de sécurité, et avec un chef, par exemple, à un moment, c'était le chef des services de l'armée de terre qui était le plus important dans le système syrien, Ali Douba, et une fois qu'il était au fait de son pouvoir, si je puis dire, il a été mis de côté et c'est les services de sécurité de l'armée de l'air qui ont pris le dessus, qui ont été mis en avant. Et par ce jeu, si je puis dire, de chaises musicales, l'objectif était de limiter l'importance, le pouvoir de ces chefs et pour être sûr donc qu'ils ne représentent pas un danger pour le pouvoir en place. En Algérie, il y a une caractéristique de ce service, c'est qu'en fait, il y a souvent une relation très proche, évidemment, dans la région en particulier, entre l'armée et les services de sécurité, avec la particularité en Algérie que l'armée a été là au moment de la constitution du pays, puisque c'est l'armée nationale qui, à l'issue de la guerre de libération, crée cet État algérien. Et là aussi, les services, dès le départ, jouent un rôle très important, mais les services qui étaient déjà existants du temps de la guerre d'indépendance, puisqu'évidemment, les indépendantistes algériens avaient besoin d'avoir des services de renseignement à l'époque. Alors là, c'est plus du renseignement que de la sécurité, pour pouvoir savoir ce qu'il se passait et pour pouvoir arriver à leur objectif, atteindre leur objectif. Et donc, dès le départ, les services en Algérie ont joué un rôle important et ont joué pendant très longtemps un rôle très important au point que le DRS était une espèce de mythe. On savait, pendant très longtemps, il n'y avait même pas de photo de qui était le patron, le fameux DRS, et qui était donc l'objet de tous les fantasmes, mais qui avait un rôle évidemment très, très important. Et il y avait une blague en Algérie, je ne sais pas si vous la connaissez cette blague, où quand on voulait parler de la sécurité militaire et le simple fait de prononcer sécurité militaire pouvait être un problème. Et donc, on parlait de SM mais pour dire sport et musique. Et quand on utilisait l'expression sport et musique, ça voulait dire en fait SM, mais pour ne pas avoir à dire sécurité militaire. Alors, c'est peut-être une blague qui circule, mais en tous les cas, c'est une blague que l'on raconte et qui montre finalement l'importance que représentait ce service et l'inquiétude que pouvait susciter ce service. Les services de sécurité, effectivement, suscitent beaucoup d'inquiétudes dans la région, de par les méthodes qui sont utilisées,
puisque ce sont des services qui s'affranchissent de toute règle, quelle qu'elle soit, et qui bénéficient d'une impunité totale. Alors là encore, il peut y avoir des degrés suivant les pays. Là, j'essaye de vous brosser un tableau un peu général. Et c'est vrai que ces services bénéficient d'une énorme impunité, ce qui fait qu'ils peuvent faire en gros ce qu'ils veulent, en étant à peu près sûrs de ne pas être poursuivis. Et si un jour ils ont des ennuis, c'est parce que le pouvoir politique a décidé qu'il devient trop gênant et qu'il vaut l'éliminer. Mais ça n'est pas en raison des méthodes qui sont employées, parce que ces méthodes ne suscitent pas véritablement de discussion par le pouvoir. Et il y a un maillage des sociétés par les services. Ça, on le retrouve dans l'ensemble des pays de la région, où il y a toujours cette méfiance de ne jamais savoir finalement qui est vraiment un agent des services, alors qu'il n'est pas forcément un agent au sens où on entend rémunéré, mais un système de contrôle de la société. En Égypte, il y a toujours cette blague de dire que tout bawab, et forcément le bawab étant le portier, celui qui garde un immeuble, est forcément proche des services, non pas par choix, forcément, certains peuvent peut-être, mais pas par choix, mais parce que de toute façon, régulièrement, les services vont venir les voir pour qu'ils racontent qui vient dans l'immeuble, qui arrive, qui sort, parce que ça permet comme ça d'avoir un contrôle de la société. Et même s'il n'y a pas forcément énormément de renseignements qui est obtenu de cette façon-là, ça crée un climat au sein duquel tout le monde se dit, mais finalement, qui me surveille, qui est là pour surveiller mon voisin, mon ami ou autre. Et donc, ça suscite ce sentiment d'inquiétude, de peur, pour limiter finalement les possibilités à toute opposition, évidemment, de s'organiser, puisqu'il y a toujours cette menace que représente cette présence, ou en tous les cas ce maillage de la société tel qu'il est mis en place par les services de sécurité. Donc on voit à travers ces quelques caractéristiques très rapides que je suis en train de vous dessiner, ce poids extrêmement important de ces services encore jusqu'à aujourd'hui. Et alors, dans le cadre de ce séminaire dont je m'occupe à Sciences Po avec Luc Batting, qui est un ancien attaché de défense dans la région, et on fait ce séminaire à deux, on a essayé de mettre en place une classification des services suivant les pays, puisque je vous le disais tout à l'heure, les services sont importants dans l'ensemble des pays, mais à des degrés différents, suivant la nature du système politique. Et alors, on propose une classification qui vaut ce qu'elle vaut, qui n'est pas du tout quelque chose comment dirais-je, d'intangible. Hein. C'est une proposition de réflexion où on divise les pays suivant les pays dans lesquels les services sont centres de pouvoir, centre du pouvoir. Alors, je mets toujours le troisième, où j'ai vraiment une difficulté à retenir mes trois catégories alors qu'on n'arrête pas d'en parler. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est de montrer que suivant que le système est très autoritaire ou qu'il est moins autoritaire, eh bien, il va y avoir les services qui vont être centre de pouvoir, centre du pouvoir, ou alors ils vont vraiment être ceux qui dirigent. Et finalement, il y a très peu de pays dans la région où les services dirigent le pays. Il y a eu l'idée à un moment que l'Algérie était dans cette catégorie. Aujourd'hui, alors ça a peut-être été un peu le cas à un moment, mais finalement, quand on regarde la situation, cette dernière catégorie est moins, comment dirais-je, est moins évidente en tous les cas. En revanche, dans des pays... Oui, là, voilà, la première catégorie, c'est outils du pouvoir, centre de pouvoir et centre du pouvoir. Ce sont les trois catégories que l'on propose. Et dans la catégorie outils du pouvoir, on considère que, et c'est majoritairement dans les monarchies de la région, où les services sont vraiment sous l'autorité de la monarchie, parce que la monarchie a une légitimité suffisante pour ne pas avoir le risque d'être remise en question par les services. Alors vous allez me dire, il y a une exception, c'est quand on voit ce qui s'est passé au Maroc sous Hassan II, quand il y a eu des tentatives de coup d'État. Alors là, c'est plus l'armée que les services, mais avec un lien quand même assez incestueux entre les deux. Mais de façon générale, on s'aperçoit que dans les pays qui sont donc les monarchies dans la région, les services ont plutôt une place d'outils du pouvoir. Donc ce sont le pouvoir, la monarchie qui donne les orientations aux services. Dans d'autres pays comme la Syrie, l'Irak, eh bien, ça sera plutôt des services qui seront oh là là, décidément, j'ai du mal avec mes catégories, centres de pouvoir, c'est-à-dire que effectivement, ils ont un rôle extrêmement important et ils sont très proches du pouvoir, mais ils vont pas prendre le risque
d'aller au-delà parce que effectivement, ils risquent de subir les foudres du système. Et la dernière catégorie, donc, c'est le centre du pouvoir. Et là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a eu l'idée que l'Algérie pouvait être dans cette catégorie à un moment. Je crois qu'aujourd'hui, en tous les cas, ça n'est plus le cas, et l'Algérie serait plutôt centre de pouvoir. Alors, c'est un peu artificiel, cette catégorie, cette classification que je vous propose, mais c'est pour essayer quand même de faire des distinctions entre les différents pays de la région, parce qu'effectivement, le rôle des services n'est quand même pas tout à fait le même si je continue à penser qu'effectivement, il constitue la colonne vertébrale. Et pour reprendre l'expression d'un sociologue soudanais que j'aime beaucoup et qui est très caractéristique de ce que je suis en train de vous dire, un sociologue soudanais parle, pour parler des pays de la région et du rôle des services de sécurité dans les pouvoirs politiques, il parle de sécuritocratie. Et lui considère que dans la région, en fait, il y a un système de sécuritocratie, ce qui veut donc dire que les services de sécurité sont vraiment très importants et ont une place incontournable au sein de ces systèmes politiques. Et pourquoi on a décidé finalement de proposer cet article dans ce numéro, c'est que tous les services dans la région, mais ça ne se limite pas à la région, ont évidemment des relations très fortes avec l'armée, que beaucoup de responsables des services sont des militaires et qu'il y a vraiment des liens très étroits et qui justifient, lorsqu'on a une réflexion sur le rôle des armées dans les pays de la région, eh bien, d'apporter aussi cette contribution à la réflexion sur le rôle des services de sécurité et de renseignement. Je vais juste finir sur un point, parce que je ne voudrais pas être trop longue. C'est la question qui nous est toujours posée par les étudiants quand on travaille dans le cadre de ce séminaire sur les services de renseignement et de sécurité dans le monde arabe. C'est pourquoi, finalement, les services n'ont pas vu venir les soulèvements de 2011. La question qui est systématiquement posée, c'est vous nous dites que les services sont omniprésents, qu'ils sont là, qu'ils maillent la société, mais on a eu le sentiment quand même que tout le monde avait été surpris par ces soulèvements en Tunisie, en Égypte, au Yémen, en Libye ou ailleurs. Et donc, à quoi servent ces services s'ils n'ont pas été capables d'anticiper ce mouvement qui a eu des conséquences absolument énormes sur l'ensemble de la région ? Alors, je pense que la première explication, c'est de dire qu'on ne demande pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on demande aux services d'assurer la sécurité et la pérennité de ce système. Donc, les services vont aller chercher ce que le chef lui demande. Et même s'ils maillent la société, ils ne sont pas là forcément pour aller regarder quels sont ce qui est en train de se tramer, d'autant plus que c'était des soulèvements qui ont été quand même relativement spontanés. À partir d'un événement, il y a une étincelle et tout est parti. Et que donc, les services vont aussi chercher ce que le chef leur demande d'aller chercher, et ce qui est avant tout, eh bien, qu'est-ce qui va me remettre en question ? Et dans ces soulèvements, au départ, la première demande, c'était pas forcément la tête du chef de l'État, même si c'est venu après, mais dans un premier temps, ça n'a pas été forcément ça la demande. Et donc, les services ne pouvaient pas imaginer que la société, justement contrôlée comme elle l'est par les services, pouvait imaginer de renverser le système. Et donc, il y a effectivement l'idée qu'ils n'ont pas été, ou ils ont été pris de court par ce qu'il se passait. Et c'est, à mon avis, un élément, en tous les cas, de réflexion et d'analyse pour réagir. Mais ils ont réagi très vite après, et ils ont en particulier investi massivement Internet et les réseaux sociaux, parce que là, ils ont compris qu'il se passait beaucoup de choses et que l'information passait par les réseaux sociaux. Et dans un pays comme la Syrie, où Bachar el-Assad, lorsqu'il était rentré en Syrie, avait beaucoup développé Internet à travers sa société, eh bien, les services, là, ont très bien compris l'intérêt qu'il y avait à rentrer dans ces réseaux sociaux pour essayer de savoir ce qui se passait et pour, à ce moment-là, anticiper des rassemblements qui étaient proposés sur ces réseaux et pour, du coup, être présents au moment des rassemblements. Et donc là, j'allais dire, ils se sont vraiment rattrapés ensuite et ils ont véritablement pris en compte cette dimension d'Internet et des réseaux sociaux pour les contrôler et pour essayer de casser ces mouvements de protestation. Donc voilà très très rapidement quelques caractéristiques de ce que représentent ces services dans la région, qui sont, donc je le répète, colonne vertébrale du régime, ça c'est le plus important, et dans le cadre de ces fameuses sécuritocraties, je crois que ce sont les deux éléments les plus importants pour comprendre ce que représente le rôle des services. Merci Agnès pour ce regard transversal très instructif, nourri d'éléments factuels et qui permet de voir aussi les continuités
mais aussi les discontinuités d'un espace national à l'autre. Je me tourne maintenant vers Massensen Cherbi pour sa présentation consacrée à l'armée algérienne. Alors l'armée algérienne, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Est-ce que c'est des faiseurs de rois? Quel est leur rôle réel dans le système politique algérien? Ça a toujours cristallisé beaucoup d'interrogations, voire de fantasmes. Alors Massensen est juriste de formation. C'est peut-être un des plus fins connaisseurs de la constitution algérienne aujourd'hui, à mon sens. Et la porte d'entrée qu'il a choisie en tant que juriste est intéressante, puisque c'est une porte d'entrée, bien sûr, juridique, qui permet de comprendre peut-être, ou en tout cas de saisir la place des armées algériennes dans le système politique national. Donc Massensen, je vous laisse la parole. Alors, Doula Madaniya Meshi Askariya, État civil non militaire, a figuré parmi les slogans phares du Irak en 2019. Et pour y répondre, la révision constitutionnelle d'initiative présidentielle de 2020 a proclamé que désormais l'armée a pour mission de défendre, je cite, les intérêts vitaux et stratégiques du pays, c'est-à-dire un niet à la revendication d'un État civil non militaire. C'est la consécration dans le de jure du de facto de l'année 2019. Alors, quelques rappels sur le Irak, ce mouvement, cette révolution pacifique qui a marqué l'Algérie, qui a marqué l'année 2019 en Algérie. Donc il naît en février 2019 après que le président Bouteflika eut annoncé sa candidature pour un 5e mandat, lui qui était au pouvoir depuis 1999. Et ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisque donc des manifestations ont commencé à Kerata, à Khenchla, et puis au niveau national, sur Alger, les grandes villes du pays, à partir du 22 février. Le problème, c'est que sur un plan constitutionnel, le président Bouteflika était un hyper-président héritier du colonel Boumedienne dans la constitution de 1976, qui avait été certes révisée à plusieurs reprises, notamment en ouvrant la voie au multipartisme en 89, en supprimant les mentions relatives au socialisme, mais qui n'avait pas été radicalement touché quant à son hyper-présidentialisme, qui avait été initialement conçu pour le colonel Boumedienne, l'ancien chef de l'état-major général de l'armée durant la guerre de libération nationale, ministre de la Défense, qui, suite à un coup d'État militaire, avait pris le pouvoir contre le civil Ben Bella en 1965, et donc avait, 11 ans plus tard, mis en place cette constitution, dont la constitution algérienne actuelle, y compris dans sa révision de 2020, est l'héritière, en fait. Il y a une continuité, ce qu'on va voir. Mais au début, ce pouvoir de fait du colonel Boumedienne avait été consacré dans la Constitution 76 au profit d'un hyper-présidentialisme, en fait. C'est-à-dire le chef formel de l'État était aussi le chef réel de l'armée, ce qui ne sera plus nécessairement le cas par la suite. Et donc, face à cet hyper-président Bouteflika, il n'existe aucun contre-pouvoir constitutionnel. Il est impossible pour le Parlement de tenter un impeachment. Il est impossible pour... le Conseil constitutionnel peut certes... alors, il n'y a ni responsabilité politique, ni responsabilité pénale, et le Conseil constitutionnel ne peut pas, ou difficilement, enclencher la procédure pour état d'empêchement, puisqu'il faut dans la Constitution une maladie grave et durable qui mette le président dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Or, il pouvait quelque peu bouger, il pouvait très timidement s'exprimer, mais il n'était pas donc du coup dans la capacité totale d'exercer ses fonctions, stricto sensu. Donc il n'y avait strictement rien à faire. Et le 11 mars, qu'est-ce que fait le président Bouteflika? Par un décret, il annule l'élection présidentielle à venir et il prolonge son mandat au-delà de son terme. C'est-à-dire que jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle constitution, ça aurait pris au moins un an, mais bref, il aurait pu par décret s'autoproclamer empereur à la Bokassa, qu'il n'y aurait eu constitutionnellement aucun contre-pouvoir à même de l'arrêter. Et donc les Algériens, eux, continuent par contre à marcher dans la rue par millions, jusqu'à 13 millions début mars 2019, mais rien n'y fait, puisque la souveraineté populaire, dont ils vont se revendiquer assez rapidement, n'est qu'un principe formel dans la constitution algérienne, sans matérialisation constitutionnelle. On n'est pas en Californie, il n'y a pas de recall dans la constitution algérienne. Et c'est là où le pouvoir de fait de l'armée va intervenir, au-delà de la Constitution, fin mars 2019, pour appeler à l'application de l'article 102. L'article 102, c'est celui qui est relatif, qui était relatif à l'époque donc à la démission du président de la République et à l'état d'empêchement. Et à partir du 26 mars, dans la figure de son chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah. Et c'est sous l'effet de ce chef d'état-major que le 2 avril, alors que le chef d'état-major avait appelé le président Bouteflika à appliquer immédiatement la solution de l'article 102, et bien quelques heures plus tard, on apprend que le président démissionne. C'est-à-dire que par millions, les Algériens sont sortis dans les rues depuis le mois de février, ça ne changeait rien.
Le chef d'état-major appelle immédiatement, le terme, le président Bouteflika a démissionné. Quelques heures plus tard, on apprend sa démission. Donc le souverain réel, par-delà le souverain formel, s'est exprimé. Le président Bouteflika a démissionné. Oui, mais la rue ne revendiquait pas que le départ du président Bouteflika. Elle revendiquait un changement radical de système, parce qu'il savait très bien que derrière, il y avait un système politique nettement plus problématique. Donc les choses sérieuses ne faisaient que commencer, en quelque sorte. Et là, donc, qu'est-ce que va revendiquer la rue ? La rue va dire non à l'article 102, c'est-à-dire l'article 102 relatif à l'état d'empêchement de la démission du président, il est aussi relatif à la période d'intérim présidentiel. Et en vertu de cet article, et aussi l'article 104 à l'époque, il fallait organiser sous 90 jours l'élection d'un président de la République, ce qui conduirait à une reconduction du régime, en fait, à reconduire quelqu'un qui disposerait des mêmes pouvoirs exorbitants que le président Bouteflika ou le président Boumedienne. Et au risque donc du coup d'un non-changement de système en fait. Et donc la rue va revendiquer de ne pas appliquer la Constitution, elle va revendiquer une transition démocratique, et là le chef d'état-major, qui avait pourtant outrepassé la Constitution, va se faire le champion de la Constitution et va opposer un niet absolu à toute transition démocratique, au nom notamment de ce qu'il va appeler le vide constitutionnel. Et c'est là que va apparaître progressivement tout au long du mois d'avril, et à partir, ça va se généraliser le 10 mai, la revendication phare, celle d'un État civil non militaire, contre justement ce chef d'état-major qui ne voulait pas entendre l'appel de la rue, l'appel à un changement radical de système par-delà la constitution autoritaire. Et c'est là que le chef d'état-major, le 18 juin, va reparler du vide constitutionnel, ce qui est un mythe, parce que, évidemment, quand on abroge une constitution autoritaire, dans un processus de transition démocratique, on met en place ce qu'on appelle des petites constitutions transitoires. C'est ce qu'avaient fait les Tunisiens en 2011, par exemple. Et donc le 18 juin, il reparle du vide constitutionnel, et le 19 juin, la politique du divisé pour mieux régner, la répression, le drapeau à Mazir, et très rapidement, répression tous azimuts qui s'étend à peu près toute opposition politique au régime en place. Et finalement, donc, il réussira à organiser l'élection présidentielle à laquelle il tenait tant le 12 décembre 2019, au terme de laquelle, malgré un taux de participation, un taux d'abstention historique, le président Abdelmadjid Tebboune, ancien ministre du président Bouteflika et éphémère Premier ministre du président Bouteflika, deviendra président de la République et initiera une révision de la Constitution. Alors, la notion d'État civil non militaire, c'est-à-dire nécessitant une subordination de l'armée au pouvoir civil. Il faut savoir que déjà dans le monde, plus généralement, c'est quelque chose qui apparaît très tôt. Qui apparaît très tôt, on pourrait parler déjà chez les Romains, mais pour la période moderne contemporaine, on trouve ça par exemple dès les années 1780 dans les constitutions des États fédérés américains. On retrouve cette idée de subordonner l'armée au pouvoir civil. Mirabeau déjà en 1789 le prévoit dans son projet de déclaration des droits de l'homme, l'article 19. Et en Algérie, cette question elle se pose très tôt dès la guerre de libération nationale au sein du Congrès de la Soumam 1956, août 1956, dans lequel on va poser le principe de la subordination de l'armée au pouvoir civil, dans les rapports entre Front de Libération Nationale, le parti politique, et Armée de Libération Nationale, le bras armé du FLN. Le protagoniste de ce congrès finira assassiné par ses pairs un an plus tard, en décembre 1957. Mais encore en 1962, par exemple, dans le projet de constitution de la Fédération de France du FLN, on a à plusieurs reprises, le projet de constitution prévoit la subordination de l'armée au pouvoir civil. Mais force est de constater qu'à l'été 62, contre les wilayas de l'intérieur, c'est l'état-major général du colonel Boumedienne qui prendra le pouvoir, qui mettra au début un civil, mais qui finira par prendre directement le pouvoir en 1965 et qui, dans sa charte nationale de 1976, proclamera que l'armée est le premier bouclier de l'État socialiste. Le premier bouclier de l'État socialiste. Et dans la Constitution, que l'armée est le bouclier de la Révolution. Alors, ces dispositions relatives au rôle politique de l'armée, elles vont disparaître en Algérie en 1989, à l'occasion de l'ouverture démocratique. Par contre, pas les pouvoirs du président de la République. Et durant les années 90, suite à l'arrêt du processus électoral qui allait conduire à la victoire du Front islamique du salut, il avait été proposé par deux comités d'experts, en 1993 et en 1996, de proclamer l'armée gardienne de la Constitution afin de légitimer en quelque sorte, a posteriori, son intervention dans l'arrêt du processus électoral en 92 et de possibles interventions à l'avenir contre un résultat des urnes qui pourrait poser problème. À cette même époque, l'état civil, qui déjà apparaissait matériellement, j'allais dire, l'idée d'un état civil apparaît, on peut la faire remonter jusqu'à la guerre de libération nationale, mais sur un plan formel, la notion même d'état civil, d'où la Madaniya,
C'est dans ces années 90 qu'elle va émerger en Algérie. Alors, notamment, on a un fameux discours de Hussein Aït Ahmed, le fondateur du Front des forces socialistes en 1963, dans lequel, en 98, devant l'Internationale socialiste à Genève, puis en 99 à Alger, il va proclamer qu'il faut pour le pays un état civil non militaire et un état civil non religieux, mais un état civil qui ne soit ni contre l'armée ni contre la religion. Vous voyez, cette idée de neutralité à travers l'état civil. L'état civil en Algérie, il connaît différentes acceptions. Alors, il y a l'état civil non militaire dont je viens de parler, il y a aussi l'état civil non religieux. Ça, c'est plutôt pour ne pas utiliser le terme de laïcité qui est déprécié, donc de neutralité par rapport à la religion. On a aussi l'état civil en Algérie, une autre notion qu'on retrouve, par exemple, chez l'ex-Hamas, actuel MSP, et chez, par exemple, quelqu'un comme Abdallah Jaballah, c'est-à-dire des gens qui sont proches des frères musulmans égyptiens. C'est l'état civil, mais pas dans le sens non religieux, c'est l'état civil dans le cadre des principes charaïques, mais l'état civil versus l'état clérical de la révolution islamique iranienne, chiite. Une notion qu'on retrouve aussi chez les frères musulmans égyptiens, qui est reprise des frères musulmans égyptiens en fait. Mais et on a encore une autre notion de l'état civil qui va être développée par Ammar Saïdani, secrétaire général du FLN-CFSI dans les années 2010, dans l'opposition qu'il y avait à l'époque face au DRS justement du général Médienne. C'est l'état civil non DRS, mais pour un 4e mandat du président Bouteflika. C'est-à-dire, c'est pas en faveur de la démocratie, c'est en faveur d'un 4e mandat du président Bouteflika. Dans la guerre des clans qui, dans les années 2010, opposait DRS et clan Bouteflika. Bon. Alors, quant au Irak, donc en 2019, lui, qu'est-ce qu'il revendique? C'est un état civil non militaire. Là, c'est très clair. Hein. Et une notion donc, qui est ancienne en Algérie, qui remonte jusqu'à la guerre de libération nationale et qui a émergé sur un plan formel dans les années 1990. Alors, comment va répondre l'armée à cet état civil non militaire? Donc j'ai dit qu'à partir du 19 juin, elle lance la voie à la répression. Le chef d'état-major lance la voie à la répression sous le prétexte du drapeau amazigh qui finalement va s'étendre très rapidement à l'ensemble du Irak. Et quant à la question spécifique de l'armée, par exemple, le commandant Bourgaha, alors commandant Bourgaha, c'est quelqu'un qui, durant la guerre de libération nationale, était commandant de la Wilaya 4, dans l'Algérois, et qui, à l'été 62, a, par les armes, défendu la Wilaya 4 contre l'état-major général du colonel Boumedienne qui, lui, arrivait depuis les frontières, depuis le Maroc et depuis la Tunisie. Il y a eu près de 1000 morts à l'été 62 entre les Wilayas de l'intérieur et les Wilayas de l'extérieur. Et c'est quelqu'un qui a été torturé à l'époque du colonel Boumedienne. C'est un opposant historique, ce commandant Bourgaha. Et quelqu'un de l'intérieur, hein, de l'ALN de l'intérieur. Eh bien, il a affirmé dans un discours de juin 2019 que l'ANP, l'Armée nationale populaire, c'est le nom officiel de l'armée en Algérie, n'était pas l'héritière de l'ALN et que si elle voulait devenir populaire, elle devait s'engouffrer dans le Irak. Il va être immédiatement arrêté, quasi immédiatement arrêté, et à près de 86 ans, il va passer 6 mois sous mandat de dépôt pour ses propos. Et une fois le chef d'état-major décédé, il va être condamné pour outrage à corps constitué à 100 000 dinars d'amende, mais le mal était fait. Bon. Karim Tabou, qui est un opposant d'un parti non agréé, ancien secrétaire général du FFS, Front des forces socialistes, Karim Tabou, lui, qui va être l'une des figures du Irak, Karim Tabou va être arrêté, lui aussi à peu près vers la même époque, hein, vers l'été 2019. Et il va être condamné à de la prison ferme pour atteinte à l'unité nationale. Alors pourquoi avait-il porté atteinte à l'unité nationale? Parce qu'il avait critiqué les hauts gradés nantis de l'armée dans un discours versus les simples soldats aux frontières. Et bien pour ça, on a considéré qu'il avait cherché à diviser l'armée. Et donc il avait porté atteinte à l'unité nationale. Ça vaut de la prison ferme en Algérie. Donc on va avoir une répression du Irak, et notamment du Irak qui revendique cet état civil non militaire. On va avoir plusieurs arrestations à l'été 2019, notamment sur le fondement, mais les personnes ne sont pas condamnées sur ce fondement in fine, pour l'atteinte au moral de l'armée, qui est bien connue pour ceux qui s'intéressent à la guerre d'Algérie. Et on va avoir une diabolisation de la notion d'état civil non militaire, par exemple, dans la revue El Jish, après même la mort du général Ahmed Gaïd Salah. On va avoir un article qui va paraître et qui va dénoncer les traîtres de la patrie. Les traîtres de la patrie, ce sont ceux qui se revendiquent de l'état civil non militaire, c'est-à-dire les millions d'Algériens qui sont sortis dans les rues pour le revendiquer. Alors comment l'armée va-t-elle répondre institutionnellement désormais à cette revendication de l'état civil non militaire? Eh bien, le président Abdelmadjid Tebboune va initier une révision constitutionnelle par le haut, hein. On n'est pas dans une assemblée constituante à la tunisienne par le bas avec une transition démocratique, hein, donc dans une continuité constitutionnelle autoritaire. Le président de la République va initier en janvier 2019, en janvier 2020, une révision constitutionnelle. Celle-ci va aboutir, en période de Covid, par un premier avant-projet dont l'article phare était la création d'un poste de vice-président qui pouvait succéder au président de la République en exercice en cas de décès ou de démission, ce qui aurait permis de régler finalement l'intérim présidentiel, le problème de l'intérim présidentiel de l'année 2019. Septembre, surprise, nouveau projet. On supprime
le vice-président, et on met quoi à la place? L'armée a pour mission de défendre les intérêts vitaux et stratégiques du pays. C'est d'ailleurs l'armée, parce qu'on a les propositions qui ont été envoyées au comité d'experts, c'est l'armée qui a rejeté le vice-président, considérant qu'il n'était pas légitime, et c'est l'armée qui a proposé elle-même de s'autoproclamer gardienne des intérêts vitaux et stratégiques du pays. C'est très officiel, hein, c'est dans les documents qui ont été transmis par la présidence. On a 5018 propositions qui ont été transmises au comité d'experts, et celles de l'armée ont, vous l'imaginez bien, été prises en compte. Et donc c'est l'armée qui s'autoproclame gardienne des intérêts vitaux et stratégiques du pays. Alors qu'est-ce que ça signifie, gardienne des intérêts vitaux et stratégiques du pays? C'est le de facto qui devient les jurés désormais. Parce qu'en 2019, on avait un hyper-président Bouteflika contre lequel il n'y avait strictement rien à faire. L'armée est intervenue en dehors de la Constitution. Et bien là, vous savez, c'est tout comme en Égypte, en 2019, l'armée a été proclamée gardienne de la Constitution. Vous voyez, ce qui permet de légitimer le coup d'État du maréchal Sissi de 2013 et peut-être des coups d'État à venir, des pronunciamentos. Bon, et bien ça, désormais, dans la Constitution algérienne, l'armée a pour mission de défendre les intérêts vitaux et stratégiques du pays. Oui, mais déjà, quels sont ces intérêts vitaux et stratégiques? C'est totalement subjectif. Hein. Ça peut être aussi bien les affaires étrangères, la défense nationale, l'économie, la question de la nationalisation ou de la privatisation des hydrocarbures. Ça peut être les questions culturelles, linguistiques, que sais-je. Bon. Alors, la Constitution prévoit certes conformément aux dispositions constitutionnelles, sauf qu'elle ne précise pas lesquelles. Donc, parce qu'il y a une disposition dans la Constitution algérienne qui dit que le président est le chef suprême des forces armées. Oui, mais que se passerait-il si le chef suprême des forces armées venait à violer une autre disposition de la Constitution que l'armée considérait comme relevant des intérêts vitaux et stratégiques du pays? Pourrait-on, du coup, justifier ici un pronunciamento? Et typiquement dans les cas latino-américains, parce que ce modèle de l'armée gardien de la Constitution s'est consacré dans beaucoup de pays latino-américains, on a plein d'exemples de ce type-là. Au Honduras, par exemple, en 2009, on a l'armée qui est gardienne de la Constitution, dans la Constitution du Honduras, et elle est gardienne aussi de l'alternance démocratique. L'alternance démocratique au Honduras, c'est un mandat pour le président de la République. Et qu'est-ce que fait le président de la République en 2009? Il veut organiser une assemblée constituante pour briguer un deuxième mandat. Qu'est-ce que fait l'armée? Il lui fait un coup d'État, mais au nom de la Constitution, parce qu'elle est gardienne des institutions. Donc, désormais, l'armée est gardienne des intérêts vitaux et stratégiques du pays, conformément aux dispositions constitutionnelles. Et évidemment, vous comprenez bien que dans le flou de cette disposition, eh bien, ça permet en fait un accroissement considérable du rôle politique de l'armée et un véritable, désormais, contre-pouvoir constitutionnel à l'hyper-président algérien. D'un point de vue purement textuel, hein, constitutionnel. Et comment ça s'est manifesté? Par exemple, alors, dans les discours ou dans la législation, les décrets, etc. Alors, dans les discours, en juillet dernier, par exemple, le président Abdelmadjid Tebboune, très officiellement, dans la revue du ministère de la Défense nationale, El Jish, affirmait que l'armée avait le leadership des institutions. Le leadership des institutions. Alors, il faut rappeler que dans la constitution algérienne, la souveraineté nationale appartient au peuple, c'est l'un des grands slogans du Irak. Hein. En fait, la doula madaniya, c'est un corollaire de la souveraineté populaire. La souveraineté nationale appartient au peuple, ça appartient exclusivement au peuple dans la constitution algérienne, oui, mais attention, c'est un beau principe, mais c'est via les institutions qu'il se donne. Or, l'armée a le leadership des institutions. Donc le peuple exerce sa souveraineté par... vous aurez compris. Par ailleurs, dans un décret de décembre 2021, on a une modification de la composition du Haut Conseil de sécurité, dans lequel on a une augmentation très sensible du nombre de militaires par rapport aux civils qui étaient majoritaires jusque-là, qui étaient nettement majoritaires jusque-là. Et par ailleurs, on a une augmentation des missions du Haut Conseil de sécurité, et notamment le Haut Conseil de sécurité, maintenant, par exemple, pour mission de donner des avis sur les référendums d'importance nationale, ce qui est très vague. Hein. Donc imaginons demain un président qui, miraculeusement, voudrait initier une révision constitutionnelle dans le sens pour appeler une assemblée constituante ou que sais-je, il pourrait avoir un avis défavorable des principaux intéressés qui ont pour mission de défendre les intérêts vitaux et stratégiques du pays, rappelons-le. Et donc, in fine aussi, ce Irak, donc, il commence en 2019, il commence à être réprimé en juin 2019. En mars 2020 arrive le Covid, et donc là, il y a une période de pause, entre guillemets, de pause dans la rue, mais pas de pause, par contre, sur les réseaux sociaux, etc. Les militants continuent à s'exprimer. Le Irak reprend en février, le Irak reprend en février 2021, dans la rue. Et là, les autorités vont mettre tout en œuvre pour y mettre fin, et notamment avec une ordonnance de juin 2021 sur le terrorisme, qui va étendre la notion de terrorisme, l'incrimination de terrorisme, au fait de vouloir changer de régime en passant au-delà de la Constitution, sans passer par les formes constitutionnelles. C'est-à-dire ce que revendiquait le Irak algérien en 2019. Non à l'article 102, non à l'intérim présidentiel tel que prévu par la Constitution. Nous voulons une transition démocratique. Ces gens-là, s'ils revendiquaient la même chose aujourd'hui, seraient potentiellement des terroristes. Ces millions d'Algériens. Et donc, in fine, eh bien, la boucle est bouclée.
Et la Constitution a été amendée dans le sens en faveur des autorités et en faveur notamment d'une reconnaissance des jurés de ce qui relevait jusque-là du de facto. Quant à l'état civil, il est toujours en suspens et le Irak n'est plus. Voilà. Merci Massen Sen pour ces éclairages très subtils et qui ne manqueront pas certainement de susciter des interrogations. Je me tourne maintenant vers Sarah qui a fait un article sur les armées égyptiennes depuis l'arrivée de Sisi en 2014 et qui explore de manière très ethnographique cette montée en puissance de l'armée dans différentes sphères en dépit des déclarations qui se voulaient rassurantes des acteurs militaires. Mais on a vu qu'il y avait une montée en puissance effective et c'est de ça, je pense, qu'elle va nous parler et développer le sujet. Merci. Merci beaucoup, merci pour cette discussion. Bonsoir à tous. Je pars déjà dans mon article sur la question comment le président actuel, Abdel Fattah el-Sisi, a essayé de constituer une société militaire, une société militaire. Je rejoins un peu ce que Agnès a dit tout à l'heure en disant que el-Sisi est déjà l'ancien chef de bureau d'intelligence de l'Égypte. Donc déjà, ça atteste un peu que c'est vraiment... il y a toujours ce lien avec l'intelligence ou l'aspect d'intelligence. Explique un peu pourquoi el-Sisi a intérêt de former une société militaire. Je pars un peu historiquement pourquoi l'armée égyptienne aussi a cet intérêt d'avoir une société formulée autour des militaires ou des personnels militaires du travail de Anwar Abdelmalek après 1952, donc le premier coup d'État qui a terminé l'époque de la monarchie. Et ensuite a mis Mohamed Naguib au pouvoir et ensuite Gamal Abdel Nasser depuis 1954. Dans le travail de Anwar Abdelmalek, il explique un peu que Gamal Abdel Nasser a essayé de neutraliser un peu les élites économiques, les élites politiques et tous les élites qui étaient dans les positions de pouvoir, soit politiques, soit économiques, soit militaires, pour qu'il se met au pouvoir absolu et ensuite pour permettre de constituer sa propre société et son propre élite pendant cette période. Pour cela, il a fait ça justement pour créer une sorte de stratégie de coup-proofing, comme beaucoup de chercheurs ont appelé, pour rester au pouvoir le plus longtemps possible, ce qui el-Sisi a fait. Donc, on avance beaucoup vers 2013. En 2013, à l'époque, général Abdel Fattah el-Sisi a donné un ultimatum à le président élu Mohamed Morsi, le président d'ailleurs frériste Mohamed Morsi, de soit accepter de faire des élections en avance pour accepter tout ce que le soulèvement des peuples ou le discours des peuples dans la rue qui était en train de manifester depuis peut-être janvier déjà 2013, donc la moitié de l'année quand Morsi était au pouvoir. Et ensuite, pendant 3 jours, dès 30 juin jusqu'à 3 juillet, et voilà, le coup est arrivé, Sisi est arrivé au pouvoir. Et ensuite, il a déclaré pendant son discours d'avoir accepté la délégation par le peuple pour se mettre dans cette position
pour mettre à fin la présidence de Morsi, qui a été par la suite emprisonné, et il est mort en prison en 2019. El-Sisi a utilisé l'aspect de délégation pour ensuite légitimer toutes les étapes qui ont suivi. Donc ça veut dire qu'il a commencé par la délégation des peuples en disant que les manifestants dans la rue, ils étaient la raison pour laquelle il a fait le coup d'État. Et ensuite, c'était aussi la raison pour laquelle il a mis enfin les sit-ins de Rabaa al-Adawiya, des supporters de frères musulmans qui n'ont pas accepté le coup d'État en août 2013. Et après août 2013, l'organisation de frères musulmans ont été déclarées en tant qu'organisation terroriste. Et par la suite, et ça fait écho d'autres périodes aussi, mais je ne veux pas faire beaucoup de perturbations par rapport à la chronologie, parce que voilà. Et ensuite, quand ils étaient déclarés organisation terroriste, général Abdel Fattah el-Sisi, pendant un discours en 2014, il se présentait dans son uniforme en disant qu'il se présente, il démissionne de l'armée et il se présente pour candidater pour les élections présidentielles par la suite. Il a dit dans son discours qu'il fait ça parce qu'il était délégué par le peuple pour prendre la suite, pour avancer avec le pays vers une époque un peu stable ou vers un peu de stabilité politique ou économique. Après, El-Sisi prend le pouvoir. Quand il a pris le pouvoir, bien sûr, ça a continué un peu avec son slogan déjà pour les élections était ensemble contre le terrorisme, ou Ma'an Didd al-Irhab. C'était pour justement neutraliser les frères musulmans et neutraliser ensuite toute l'opposition, parce qu'en 2016, il a mis la loi contre le terrorisme, et cela a permis au Sisi de neutraliser toute l'opposition en mettant tous les personnes qui étaient en opposition et qui s'expriment soit en ligne, soit autrement, en prison sous prétexte qu'ils font partie d'une organisation terroriste. Par cela, El-Sisi a proclamé ou instauré l'idée de Dawlet Yolio, ou comme on dit, c'est l'État de juillet, comme pendant l'époque de Abdel Nasser. Donc, Dawlet Yolio, c'est un peu le symbole de la revendication. L'armée se met avant l'État lui-même. Il y a cette phrase un peu réminiscente de l'époque Abdel Nasser, que l'armée est un État dans l'État. El-Geish, Dawla, Gowal, Dawla. Et ça revient toujours. Donc pendant les conversations, pendant les conversations avec des chercheurs, pendant mon travail de terrain par exemple, ou avec des membres qui sont un peu proches de l'armée, ils proclament toujours, ils revendiquent toujours cette phrase qu'ils trouvent toujours juste, que l'armée, c'est un État en elle-même. Ensuite, depuis 2014, El-Sisi a commencé un peu, ou même je peux dire que c'était déjà en cours, mais il a commencé un peu à partir de 2014 de constituer cette société militaire
comment il a fait ça? Il a commencé par doubler, voire tripler les salaires de tous les membres des forces armées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de puissance économique parmi les personnels de l'armée qui n'étaient pas avant. Ça veut dire qu'il y a un accès aussi à des closed communities ou de communautés un peu fermées qui appartient juste à l'armée. Et ça se manifeste aussi la construction de la capitale administrative il a annoncé d'ailleurs en 2014 et qui vient de terminer et tous le centre administratif du Caire s'est transféré à cette capitale administrative autour laquelle il y a beaucoup de bases militaires, beaucoup de résidences qui appartiennent aux militaires. Pour conclure, je vais juste peut-être donner un dernier exemple par rapport à les dernières négociations avec le Fonds monétaire international. Parce que je crois que c'est vraiment l'exemple le plus pertinent pour montrer à quel point il y a un problème aussi, il y a un problème de consolidation de pouvoir par El-Sisi dans l'armée elle-même. En mars 2022, l'Égypte a demandé un autre support package ou un autre soutien de le Fonds monétaire international. Mais ça dépendait sur la sortie des organisations, des entreprises de l'État, y inclut les entreprises de l'armée, de l'économie. Et cela a été annoncé que, par exemple, notamment Wataniya, pour l'entreprise de pétrole qui appartient à l'armée, et Safi aussi, les deux plus grandes entreprises de l'armée, ont été annoncées pour les mettre dans le Forex la fin de cette année. Donc l'échange. Voilà. Mais après l'annonce de FMI, l'armée a retiré cette volonté de mettre les deux entreprises en vente. Et ensuite, ils ont retenu ça pendant quelques mois. Et juste il y a 2 semaines, El-Sisi a réannoncé que non, on maintient qu'on vend vraiment les deux compagnies parce qu'il y a toujours cette pilier pour avoir accès au fonds. Voilà. Merci. Merci Sarah pour cette description du système militaire égyptien. Vous montrez bien toute l'imbrication entre le pouvoir économique, le pouvoir militaire et le virage, je dirais, Sisi post-2014. Je me tourne maintenant vers Joseph qui a fait une... alors moi j'avais participé à ton mémoire de master à Sciences Po, un très beau mémoire, sur la question finalement de la diversité au sein de l'armée libanaise. Et là, dans le cadre de ce numéro, tu as fait un papier avec Naïla Moussa, qui n'est pas ici, mais que je salue au passage, sur cette question de la diversité au sein des armées libanaises, dans un contexte de multicrise, que l'État libanais souffre énormément aujourd'hui, puisqu'il est touché par une crise économique, politique, migratoire, etc. Et un papier aussi qui montre comment toutes ces turbulences impactent cette institution qui est aussi vue comme un creuset, peut-être même malheureusement le dernier creuset de la cité libanaise. Donc Joseph, la parole est à toi. De la nation, surtout libanaise plus particulièrement. Déjà, je vous remercie pour vos exposés qui étaient tous très intéressants. Vraiment, je trouve que c'est un très joli travail qui a été réalisé sur cette revue, sur ce numéro.
Donc bon, si c'est pas encore fait, je vous encourage à aller le lire parce que vraiment c'est passionnant. Oui, je voulais dire un mot sur Naïla Moussa, oui, avec qui nous avons co-rédigé cet article quand même, voilà, qui avait fait sa thèse à l'époque sur l'armée libanaise aussi. Et on avait fait le choix en fait sur cet article de mettre une focale, disons, sur cette période de crise en effet que vit le Liban en ce moment et les impacts, les conséquences que cette période pouvait avoir sur l'armée et son fonctionnement. En réalité, ça fait... bon, on parle beaucoup du Liban ces derniers temps, ces dernières années, pas sur des points positifs en général, si ce n'est au départ pour la Saoura, donc ce qui veut dire révolution littéralement en arabe, donc un peu comme le Hirak, hein, ça a commencé sur les bases d'une révolution avec une volonté réelle de changer de système, ça n'a pas abouti malheureusement, la crise est dans le régime en place. Mais voilà, donc on en parle beaucoup du Liban pour parler de cette Saoula d'abord, puis ensuite de la crise malheureuse que vit le Liban actuellement, crise qui était d'abord partie d'une crise politique et qui devient surtout économique à présent avec une inflation assez incroyable de la livre libanaise, ça me paraît sans précédent vraiment. Et finalement, pour parler aussi de ce qui était finalement ce qui arrive en point d'orgue de mois successifs d'une descente aux enfers, plus ou moins pour le Liban, avec l'explosion du 4 août 2020 du port de Beyrouth. Pour ma part, moi j'avais réalisé un mémoire de recherche sur l'armée libanaise, avec une enquête de terrain effectuée il y a de ça 2 ans maintenant, au cœur en fait de la séquence révolutionnaire et contestataire que vivait le Liban avec la Saoura. Bon, à cette occasion, j'ai pu réaliser de nombreux entretiens avec des militaires, des militants, des universitaires, des membres de la société civile, du monde politique, des experts en sécurité, enfin tout un tas d'entretiens avec des acteurs, des interlocuteurs variés, et également mener une enquête de terrain avec une observation en participant aux manifestations et aux différents événements qui avaient lieu à cette époque-là. Et en réalité, l'objectif, c'était, bon, disons qu'avec vos exposés également, le rôle crucial des forces armées en contexte révolutionnaire n'est plus à prouver, hein, et on le voit dans de nombreux pays à divers moments de l'histoire. Et du coup, ma recherche était aussi de savoir quelle était la position adoptée à ce moment-là, dans cette période charnière, par l'armée libanaise. Finalement, l'ensemble de ces travaux donc, ont donné ont donné lieu à cet article, qui est dans la revue, et qu'on a découpé, pour ainsi dire, en 2 parties, avec une première partie, bien évidemment, sur quand même une perspective historique, pour placer un peu le rôle de cette armée, finalement, dans la société libanaise, une société forcément marquée par la donne multiconfessionnelle, hein. Dès qu'on parle du Liban, on ne peut pas y échapper, et aussi pour mieux comprendre aussi les raisons de son incroyable popularité à la veille de la Saoura, à la veille de ces mois de crise aussi. Voilà, c'était une popularité assez exceptionnelle au niveau du pays, en effet. Et une deuxième partie, bien évidemment, pour évoquer là plus directement les forces armées libanaises à l'épreuve de la Saoura, puis de la crise qui s'ensuit, pour voir justement sa réaction au cours de ce mouvement et analyser les conséquences de la crise et les impacts sur l'institution militaire. Donc pour ce qui est de la perspective historique, je ne vais pas vous refaire tout parce que ça serait très très long, mais bon, il s'agissait vraiment de voir aussi un peu les origines de l'armée, de voir l'historique des relations civiles-militaires, hein, qui pour le coup revêtent un aspect assez exceptionnel par rapport à d'autres pays de la région qu'on a pu traiter ici. C'est vrai que l'armée libanaise est une des seules armées de la région qui n'est pas une armée de pouvoir, hein, et le Liban a longtemps fait figure de seule démocratie du monde arabe. Une démocratie imparfaite, certes, mais c'était ce qui rend la chose un peu spéciale et exceptionnelle à l'échelle régionale. Évoquer aussi, bien évidemment, dans cette perspective historique, l'échec de la guerre civile, bien évidemment, un triple échec, hein, au vu par rapport à l'armée, un triple échec. D'abord, au niveau de la stabilité du pays, bien évidemment, un échec au niveau de l'unité qu'elle n'a pas réussi à maintenir en son sein, mais également au sein de la société libanaise dans son ensemble. Et puis un échec au niveau de la souveraineté, puisqu'à la fin de la guerre civile, qui dure à peu près 15 ans, entre 75 et 90, le territoire libanais est occupé par l'armée syrienne en partie, et aussi au sud par l'armée israélienne. Donc c'est dans ce contexte un peu complexe, on va dire, que l'armée a dû opérer sa reconstruction dans les années 90, une reconstruction qu'on considère avec le recul comme réussie, hein,
puisque bon, elle s'est basée sur une politique en fait de mixage des troupes, une politique de parité religieuse pour éviter l'écueil pré-guerre civile qui était ciblée comme une armée non représentative de l'ensemble de la population ou une armée chrétienne. Et une politique de mobilité également, mobilité pour éviter les ancrages militaires territoriaux. Voilà, en fait, le problème avant la guerre civile, pendant la guerre civile, c'est qu'on avait des unités principalement monoconfessionnelles, ou à 90% d'une même confession, et très ancrées territorialement ou dans une communauté. Donc le but était de faire une armée plus représentative. Ça a été appuyé par une politique corporatiste très importante, en fait, qui a visé simplement à accorder toute une série d'avantages matériels, symboliques, sociaux à l'armée libanaise. Pour donner quelques exemples, une formation de qualité dans un pays où l'éducation n'est pas donnée, l'accès à des soins médicaux pour le militaire et sa famille, bien évidemment, tout ça pris en charge à peu près à 80%. Également, une retraite précoce et assez confortable. Toute une série, en réalité, d'avantages qui ne sont pas le commun de la population libanaise dans son ensemble. Au point que je me suis permis d'employer le terme d'armée-providence par moment pour dire à quel point cette armée, finalement, soignait ses membres de façon, en fait, à amoindrir les allégeances communautaires et confessionnelles au profit d'une allégeance nationale, cette fois-ci dirigée envers l'institution militaire et donc l'État. Bien sûr, l'armée libanaise n'a pas un grand budget, l'essentiel de son budget allant dans ses avantages et ses privilèges, même pourra-t-on dire, à l'endroit de ses membres. Il ne reste plus beaucoup de budget, si vous voulez, pour augmenter les capacités réellement opérationnelles et matérielles de l'armée, ce qui fait que c'est une armée relativement faible, en tout cas d'un point de vue matériel, opérationnel, stratégique. On a insisté aussi dans cet article pour expliquer qu'en fait, cette faiblesse relative était palliée de deux manières principalement. Donc sur le plan opérationnel et défensif, avec une alliance bien évidemment avec le groupe armé du Hezbollah, donc qui est à la fois parti et milice armée, la seule milice d'ailleurs qui a gardé ses armes à l'issue de la guerre civile, au nom de la lutte contre l'occupant israélien dans le Liban Sud. D'ailleurs, l'armée libanaise va s'appuyer aussi là-dessus pour libérer le territoire du Sud, puisque en 2000, après, disons, des combats, une résistance de longue haleine, l'armée israélienne quitte le territoire libanais, ce qui va donner un peu plus tard, surtout après 2006 et la guerre entre l'Israël et le Hezbollah, à la maxime, disons, l'armée, le peuple et la résistance, qui est censée symboliser ce triptyque qui est censé défendre le Liban. Donc elle pallie sa faiblesse sur le plan opérationnel avec une alliance un peu controversée, en effet, et sur l'aspect, disons, plutôt symbolique, en essayant de développer une popularité qui s'appuie en fait sur un lien réellement organique avec la population libanaise. D'ailleurs, cette popularité, elle en pose les jalons dès 2005, on va dire, puisque en fait, à la suite de l'attentat qui était dirigé à l'encontre du Premier ministre Rafik Hariri, qui a été assassiné, voiture piégée, les Libanais sont descendus par milliers, déjà centaines de milliers à l'époque, dans les rues, des événements un peu comparables à ce qu'on a eu en 2019, pour réclamer, bien évidemment, leur indépendance territoriale, le départ de la Syrie, en fait, du Liban. L'armée, à ce moment-là, a fait le choix de communier avec les manifestants, non pas de les réprimer, et c'est à ce moment-là qu'elle pose les jalons de cette popularité dont elle va se servir par la suite et qu'elle va continuer de développer. C'est aussi à ce moment-là qu'elle commence un processus d'autonomisation, bien évidemment. Le territoire libanais étant à ce moment-là libéré de toute armée étrangère, l'armée libanaise va pouvoir commencer à développer une autonomisation et une quête de crédibilité, de légitimité aussi sur son territoire. Elle va passer principalement, elle va s'épanouir, on va dire, dans les domaines de la sécurité intérieure, de la lutte antiterrorisme. Disons qu'à défaut d'être en mesure de mener des conflits de haute intensité, des conflits symétriques, elle va s'épanouir dans des conflits asymétriques contre des groupes fondamentalistes islamistes sur le territoire libanais qui menacent le territoire libanais. Aussi, l'armée libanaise va veiller à récupérer son rôle d'arbitre, réel arbitre dans les conflits
inter-libanais, si je puis dire, entre les diverses communautés et les divers groupes partisans, et en fait en s'imposant à chaque fois avec une stratégie qu'on appellera de neutralité interventionniste, en s'interposant avec une neutralité totale pour s'interposer entre les différentes factions de la société qui peuvent être amenées à s'affronter sur le territoire libanais, mais sans jamais prendre parti. En fait, l'armée étant un instrument du pouvoir civil, mais le pouvoir civil étant divisé sur des bases confessionnelles, elle doit toujours veiller à ne pas être plus au service d'une partie du pouvoir civil que d'une autre. Donc, finalement, elle va aussi pouvoir bonifier toutes ses actions grâce à une communication bien huilée, menée par son service, la direction de l'orientation, qui est son service de la communication, qui va appuyer sur des valeurs, si vous voulez, de sacrifice, de patriotisme et d'intégrité très fortes, qui vont permettre de rentrer en dissonance avec finalement le monde politique, les acteurs politiques, qui eux sont vus littéralement comme usant du clientélisme, étant corrompus, étant soumis à des influences étrangères et s'appuyant sur des divisions sectaires pour conserver leur emprise sur la population libanaise. Donc c'est vraiment en opposition à cela qu'elle va essayer de construire son image. Et finalement, il faut dire aussi que l'armée est synonyme pour beaucoup de familles de mobilité oui, sociale ascendante. C'est-à-dire qu'elle est aussi synonyme de prestige pour beaucoup de familles qui peuvent y accéder. Elle est aussi un pont entre les différentes régions, communautés, religions, même classes sociales du pays. Donc c'est une institution très particulière à ce titre-là, puisqu'elle est finalement la seule institution nationale dans un pays vraiment marqué par de fortes divisions confessionnelles, ça on le sait déjà, mais qui est en recherche permanente de consensus. Et finalement, l'armée arrive à apparaître comme cette institution fiable, peut-être la seule d'ailleurs, qui garantit l'unité et la stabilité d'un pays assez fragile, et qui met tout le monde d'accord en passant déjà les acteurs locaux, les acteurs internes au Liban, qui savent que voilà, l'armée est la ligne rouge, il ne faut surtout pas s'en prendre à l'armée ou la décrédibiliser puisqu'elle est très très importante dans la stabilité du pays, et également pour les partenaires internationaux qui passent souvent par l'armée, qui jugent comme l'institution la plus fiable pour mener leur politique aussi au Liban. Voilà, juste pour finir cette première partie rapidement, à la veille de la Saoura, l'armée en fait est l'institution la plus populaire du Liban, si ce n'est la seule qui est populaire, et finalement, donc comparé voilà, aux acteurs politiques, aux partis, même aux organes de sécurité intérieure, avec les FSI, forces de sécurité intérieure, qui sont, disons, la police. Également des institutions comme la Banque du Liban, voilà, organe financier, ou l'électricité du Liban. Bon, en fait, elle tient sa légitimité quelque part d'une comparaison flatteuse avec l'ensemble des autres acteurs de la société libanaise qui sont assez médiocres. Et donc finalement, elle tient aussi cette légitimité d'un commun accord de tous les acteurs, issu d'une stratégie, disons, de préservation de l'armée libanaise. Autrement dit, il ne faut pas trop l'exposer non plus, il ne faudrait pas la griller. Voilà, griller son capital symbolique. Donc, je vous disais, à la veille de la Saoura, elle est assez populaire, et la Saoura, finalement, on va revenir dessus rapidement. Qu'est-ce que c'est ? Donc ça veut dire révolution littéralement en arabe, c'est vraiment le terme très employé à l'époque. C'est un mouvement spontané, massif, aconfessionnel, pacifique au départ, vraiment, qui transcende finalement toutes les grilles de lecture qu'on a l'habitude d'adopter concernant le Liban. Donc les barrières, ça transcende les barrières communautaires, religieuses, régionales, de classe. Et à ce titre, si l'on veut, ça représente d'autant plus un défi inédit pour l'armée libanaise, qui avait l'habitude, certes, de s'interposer dans les conflits intercommunautaires, interfactionnels au Liban, pour paraître comme le grand pacificateur, l'arbitre. Mais là, elle est dans une position tout à fait inédite, dans la mesure où elle se retrouve entre le peuple, réuni assez massivement, quand même, une bonne partie du peuple, qui n'est pas divisé sur des fondements confessionnels, qui est assez uni à ce moment-là sur le principe national, et le régime dans son ensemble, les acteurs politiques dans leur ensemble, qui sont sommés de quitter le pouvoir avec ce slogan, qui sera le slogan de la Révolution, Kellonian et Kellon, c'est-à-dire tous, ça veut dire tous, sans exception, c'est-à-dire qui vise en fait la classe politique dans son ensemble, sans distinction, sans plus passer par des divisions communautaires, mon chef est bon, le tien est mauvais, voilà, là c'est tous. Tous, c'est-à-dire aussi les mêmes personnages qui sont là depuis 30 ans, qui étaient aussi acteurs de la guerre civile et membres de milices. Donc voilà.
c'est pour ça que moi je garde l'idée quand même que je garde le terme révolution, puisque il y avait vraiment une inspiration révolutionnaire, une volonté de changer de système, de passer d'un système aussi très très confessionnel à un système plus plutôt basé sur le fondement national. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les drapeaux libanais ont vraiment inondé les rues à cette époque-là. Voilà, j'ai pu le voir aussi, symbolisant quelque part en fait cette volonté de revenir à une certaine unité, d'aller plutôt, ça n'a jamais été le cas, mais d'aller vers une unité nationale et donc un État fondé plutôt sur ce fondement national, qui est en fait le même fondement que celui de l'armée. D'ailleurs, il pouvait arriver de voir dans les manifestations des drapeaux des forces armées libanaises, alors que tous les drapeaux partisans étaient, eux, rangés au placard. Ça veut bien dire que, quelque part, au départ de la Révolution, le principe fondamental de l'armée, qui est un principe national, ne rentrait pas en contradiction avec les revendications des manifestants, qui, eux, avaient de grandes attentes, en réalité, à l'égard de l'armée. Donc bon, au départ, l'armée quand même prend position, bien évidemment, pour encadrer des manifestations, débloquer des routes, tout de même, mais elle reçoit la plupart du temps un accueil cordial, même fraternel par moment, donc avec on voit des étreintes, on voit des échanges de fleurs, on voit les manifestants entonner des chants réellement patriotiques à la gloire des militaires, qui sont parfois leurs frères, leurs cousins, etc. Mais finalement, l'armée, elle, fait attention à rester cantonnée à un rôle, encore une fois, très neutre, à distance aussi des acteurs politiques qui l'ont parfois demandé de réprimer les manifestations, ce qu'elle n'a pas fait, mais pas non plus en étant un outil de bascule de cette révolution, en allant dans le sens des manifestants, des révolutionnaires, en faisant basculer le pouvoir. Finalement, à mesure que l'impasse politique perdure au Liban, les militaires sont de plus en plus exposés. Il y a aussi une usure physique et mentale qui s'installe, tandis que les violences vont de plus en plus croissantes dans les manifestations. Donc finalement, avec le recul, on peut considérer tout de même que l'armée a contribué à maintenir le régime tel qu'il est, et le statu quo, et qu'elle a affaibli aussi son capital symbolique au cours de cette période, qui était très populiste finalement. Donc voilà, la question c'est aussi de se demander pourquoi l'armée a pris cette posture. Bien évidemment, elle a un potentiel d'acteur politique consensuel très 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 fort, mais elle est un acteur politique qui n'est pas assumé. Voilà, on l'a dit, ce n'a jamais été une armée de pouvoir par le passé. Et elle est très très consciente finalement, le commandement de l'armée est très conscient du risque d'implosion qui est inhérent à son organisation, et finalement à la société libanaise dans son ensemble. Elle adopte pour cette raison une position extrêmement mesurée. Il y a encore le traumatisme de la guerre civile, et cette leçon le commandement est bien conscient qu'en fait, une implication démesurée de l'armée dans les tribulations politiques et partisanes créerait nécessairement une certaine désunion en son sein, une certaine division qui se répercuterait en fait sur l'ensemble de la société par la suite. C'est pour ça qu'elle fait très attention à ne pas prendre des positions politiques trop démesurées. Et aussi, pour une raison très simple, c'est la peur du vide, la peur du chaos. Alors même si l'autorité publique est très contestée, n'est plus du tout crédible, vaut mieux celle-ci que plus du tout d'autorité politique, ce qui placerait d'ailleurs l'armée en première ligne, en dernière garante de l'autorité publique au Liban. Elle ne veut pas se retrouver dans cette situation. Finalement, on pourrait aussi avancer un dernier argument, qui serait le contrôle subjectif du pouvoir politique, du pouvoir civil sur les militaires, sur l'armée, qui est subordonnée au pouvoir civil, et aussi avec tous ces leviers d'avantages, de nomination, de promotion, qui passent aussi par le pouvoir civil. Donc on pourrait penser que finalement les militaires étant attachés à leurs privilèges seraient attachés au régime qui les leur procure, mais en réalité cette piste est assez réductrice à mon avis, puisqu'elle peut être vraie au départ, dans le calcul de départ, mais elle se heurte avec le temps en fait à la précarité des militaires, qui sont au même titre que le reste de la population libanaise dans un état de précarité totale à présent.
de désemparement. Avec la banqueroute de l'État, si vous voulez, il n'y a plus moyen de faire fonctionner cette armée. Voilà, l'accès, comme je vous le disais, par exemple aux soins ou à des formations de qualité pour la famille des militaires a été revu drastiquement à la baisse dans les subventions. Et de toute façon, ce système médical et ce système d'éducation s'est effondré au Liban. Pour le dire très rapidement, les profs et les médecins sont partis. Voilà, on a constaté des défauts de paiement dans les salaires. On constate d'ailleurs que de toute façon ce salaire ne vaut plus rien sous le coup de l'inflation inaltérable de la livre libanaise. Et des retraites, des départs à la retraite ont été bloqués. Et même les recrutements ont été gelés. Ce qui veut dire que l'armée, finalement, n'est plus du tout attractive. Elle l'était par le passé. Elle n'est plus vue du tout comme une voie de mobilité ascendante pour quiconque au Liban. Et en fait, non seulement elle n'est plus attractive, mais à présent, elle doit retenir ses membres par la contrainte. Voilà, il y a l'exemple, en fait, qu'à l'été, par exemple, 2021, certains militaires sont partis en vacances en dehors du pays, ne sont jamais revenus. Bien évidemment, à la rentrée, le commandement de l'armée a fait le choix drastique de confisquer des passeports. Donc voilà, elle est obligée de retenir maintenant ces hommes par la contrainte, ces militaires qui sont parfois obligés de cumuler 2-3 jobs pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc voilà, situation véritablement intenable et on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Actuellement, l'armée est réellement sous perfusion étrangère, mais pour assurer un service plus que minimum. Voilà. Alors j'arrive vraiment à la fin, je vais plus vous retenir longtemps, mais finalement, pour évoquer juste deux questions qui sont très importantes pour moi, par rapport au déclin de l'armée et à ses conséquences, il faut vraiment, je pense, s'interroger sur deux aspects de ce déclin. Finalement, déjà l'aspect bien sûr défensif et sécuritaire, puisque avec ce déclin de l'armée, voilà, ça interroge, si vous voulez, sur la position ascendante et dominante que pourrait réellement prendre le Hezbollah, dont j'ai pas pu beaucoup parler ici, ça serait très important d'en parler, mais bon, le Hezbollah impose un dualisme militaire sur le territoire libanais, mais en réalité, le Hezbollah actuellement pourrait prendre un ascendant assez concret sur l'aspect dans le pays, mais sur l'aspect régional également. Et deuxième point à réfléchir sur les conséquences de ce déclin, c'est sur l'aspect symbolique et sociétal qui est presque plus important que le premier point à mon sens, puisque finalement, avec le déclin de l'armée libanaise et son effondrement, qui pour représenter la permanence de la nation libanaise, qui pour garantir sa stabilité, qui pour symboliser l'unité d'un pays très 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 fragile. Voilà, c'était pas le sujet le plus positif pour terminer, le Liban, mais voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre écoute et de votre patience. Merci. Merci Joseph. On voit nettement la césure entre les configurations algériennes et égyptiennes, où là l'armée a un rôle stratégique dans la distribution du pouvoir, et une armée libanaise qui est beaucoup plus, dont le pouvoir est beaucoup plus emblématique, symbolique, mais qui quand même demeure stratégique parce que c'est un enjeu de cohésion sociale. Peut-être pas de gouvernance, mais de cohésion sociale, et je pense qu'il faut le rappeler. Maintenant, je me tourne peut-être vers le public. Est-ce qu'il y a des questions, que ce soit le public virtuel ou le public réel? Est-ce qu'il y a des interrogations par rapport à nos différentes interventions, des demandes de clarification? Oui, bonsoir. En fait, c'est pas une question, mais c'est plutôt un commentaire, si je peux le faire tout de suite ou plus tard. Allez. Ça dépend. Oui, en fait, déjà, je voudrais remercier tous les intervenants pour leurs interventions très riches. Et je voudrais aussi rajouter sur l'intervention de Monsieur Joseph Sawaya, justement concernant la neutralité de l'armée. En fait, c'est une tradition qui s'inscrit. En fait, c'est plutôt une position qui s'inscrit dans la tradition de l'armée libanaise et qui remonte justement à l'époque du premier commandant en chef, Fouad Chab, qui lui a décidé justement que l'armée libanaise devrait rester ce symbole de neutralité et d'unité de la population libanaise. Et tout ça est lié justement à la configuration multiconfessionnelle de l'armée libanaise. Et l'exemple le plus intéressant, ou peut-être, si on veut dire, le plus marquant, ce sont les événements de l'année 1958, la mini-guerre civile qu'on appelle au Liban, où le commandant en chef de l'époque, Fouad Chab, a décidé que l'armée n'interviendra pas pour séparer les manifestants les uns des autres, de peur que cette armée ne se divise sur elle-même. Et c'est justement peut-être l'erreur qui a été commise après en 1975, ou pendant la guerre civile libanaise,
ce qui a fait que justement l'armée a été divisée et puis on est rentré dans toute la reconfiguration après 1990, c'est-à-dire après la guerre civile et la reconstruction du pays. Merci. Tony, je te remercie. C'est très juste de rappeler tous ces événements. Bon, alors malheureusement, dans une intervention orale de 15 minutes, c'est vrai que c'était difficile de revenir à cette période presque antique, d'avant la guerre civile libanaise. Mais c'est vrai que cette tradition vient de là, et de Chihab, qui est le premier, qui est vraiment la figure tutélaire de l'armée libanaise, et aussi celui qui donne ses lettres de noblesse à la posture du général, du commandant en chef, qui rentre en politique, puisqu'il va devenir président par la suite. Voilà. Et c'est peut-être d'ailleurs la seule fois où l'armée et l'État libanais ont été aussi liés à ce moment-là. Voilà, avec le deuxième bureau, bien évidemment. Je te remercie, c'était très juste de rappeler ces événements et d'où vient cette tradition finalement. Merci à toi. Moi, j'ai peut-être une question. Quelles sont les choses que vous n'avez pas pu traiter et que vous auriez vraiment voulu traiter dans ce numéro? Alors, on aurait beaucoup aimé avoir un article sur l'armée iranienne, qui était prévu d'ailleurs, et qui serait très bien tombé lorsque l'on voit en plus la situation en Iran aujourd'hui et le rôle que jouent les appareils sécuritaires en Iran. Donc c'est vrai que d'avoir un article sur le rôle des gardiens de la révolution et sur ce que je perçois, mais je ne suis pas une spécialiste, sur la militarisation quand même du pouvoir politique en Iran, ça aurait été, je pense, très intéressant d'avoir cette contribution. On devait en avoir une, on a eu des difficultés et finalement elle n'est pas arrivée, donc on n'a pas pu publier ce papier. Mais c'est vrai que pour nous, ça aurait été intéressant. On a eu la difficulté de se poser la question sur les pays en guerre, par exemple l'armée syrienne, l'armée irakienne, alors que l'Irak n'est plus en guerre, mais n'en est pas, il y était encore il n'y a pas très longtemps. Donc tous les pays en guerre, en fait, on n'a pas pu les traiter parce que c'était extrêmement compliqué en raison de la configuration des pays dont je viens de parler. Mais là aussi, ça aurait pu être évidemment intéressant d'avoir des contributions. Et il y a un dernier point, d'ailleurs, qu'on souligne dans l'introduction, c'est qu'on n'a pas parlé des milices. Parce que ça, c'est vrai que c'est un acteur. Alors, ça n'est pas l'armée, bien sûr, donc il ne faut pas mélanger les choses. Mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer avoir une réflexion sur le rôle des milices aujourd'hui dans la région. Mais on s'est dit que finalement, ça pouvait constituer un numéro à part entière, parce qu'on retrouve des milices absolument dans pratiquement tous les pays de la région. Et que ça mériterait, alors ce serait une réflexion qu'on devra mener à Confluence dans les années à venir, mais d'avoir en fait un numéro qui permettrait vraiment de réfléchir à ce que sont les milices aujourd'hui dans les cadres aussi de l'évolution, c'est-à-dire des processus politiques qui vont quand même peut-être un jour ou l'autre finir par arriver, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie ou autre. Que vont devenir ces milices? Est-ce qu'elles vont être intégrées à l'armée? On voit que la question est posée aujourd'hui en Irak, par exemple. Donc c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit avec Eliamine, mais on n'a rien sur les milices, et ça pourrait rentrer dans la réflexion. Mais finalement, on a pensé que ça aurait été très rapide et que, en revanche, ça mériterait vraiment un numéro en tant que tel. Tu as peut-être autre chose à ajouter, toi, Eliamine? Non, je confirme ce que tu dis, Agnès. Effectivement, l'Iran, c'est un gros morceau, surtout dans la dualité avec l'Arabie Saoudite depuis quelques années. Ça aurait été intéressant d'avoir quelque chose. Et puis, oui, les milices, surtout avec ce que vient de nous dire Joseph, le Liban, c'est quand même particulier. C'est un pays dont, avec une milice dont la capacité militaire est certainement supérieure à l'armée conventionnelle, enfin l'armée régulière. Et ça aurait été peut-être, certainement passionnant à analyser. Alors, je dois vous dire quand même qu'on est assez content. Je vais pas être modeste. Oui. Mais on est quand même content parce qu'on a réussi à avoir 2 contributions sur les armées du Golfe. Et c'est vrai que vous savez peut-être que c'est un nouvel acteur, quand même, cet acteur militaire, parce que ce sont des pays récents et qui n'ont pas de tradition militaire, parce que ce sont des pays qui sont en train de se constituer, qui datent de quelques dizaines d'années. Et on a quand même réussi à avoir un entretien avec un chercheur qui connaît bien les armées du Golfe, et un article sur, en particulier, l'armée d'Abu Dhabi, enfin des Émirats arabes unis, lorsque l'on sait qu'aujourd'hui, les Émirats sont vraiment une armée qui est en train de se développer dans des proportions assez considérables, que l'aviation en particulier des Émirats a fait ses preuves, si je puis dire, en Libye, puisqu'elle a été très impliquée dans le conflit libyen, mais également au Yémen, et qu'il y a une vraie volonté de l'homme fort des Émirats, Mohammed Ben Zayed, d'avoir un outil de défense à sa disposition. Et donc on a une contribution sur cette armée des Émirats qui est quand même intéressante et qui n'est pas encore très connue, puisque, je le répète, c'est un outil et c'est une institution qui est quand même très récente dans ces différents pays.
Alors si la personne qui voulait poser sa question par écrit ne l'a toujours pas fait, il y a une question derrière moi. Merci. Vous avez indiqué que l'armée algérienne donc, était devenue la garante de beaucoup de choses. Est-ce qu'on observe en Algérie un développement du pouvoir économique de l'armée comme c'est le cas en Égypte? Alors, force est de constater que l'Algérie est le pays africain à avoir le premier budget, si je ne me trompe pas, hein, je l'ai publié d'ailleurs, mais le premier budget d'Afrique quant aux dépenses militaires. Alors, l'armée a-t-elle un pouvoir économique en Algérie? Elle a un poids économique extrêmement important, ne serait-ce que par le budget, le premier budget militaire d'Afrique. Mais est-ce que l'armée est présente est-ce qu'elle a ses propres sociétés, par exemple de BTP, comme c'est le cas en Égypte? Est-ce qu'elle a ses propres boîtes de construction? Est-ce qu'elle est impliquée même dans tout un réseau alimentaire? En Égypte, on sait qu'elle a aussi son propre approvisionnement et qu'il y a ces coopératives qui sont spécifiques à l'armée, destinées aux militaires. Est-ce qu'il y a toute cette économie parallèle, si je puis dire, mise en place par l'armée algérienne ou pas du tout? De ce point de vue, on n'est pas dans un système équivalent à l'Égypte. Alors ça, justement, ça fait lien avec la question en ligne que je vais vous lire. Bonjour, mes questions concernent quid du statut qui découle du poids et du pouvoir économique de ces armées qui, en plus de faire tenir ou d'être le recours du pouvoir en dernière analyse, ont pour certaines un rôle décisif dans l'économie. Exemple, l'armée égyptienne qui représenterait 35% du PIB. Et la deuxième question, on l'attend, mais en tout cas, c'est la première. Là, c'est une question finalement plus transversale sur le rôle économique des armées. Et c'est vrai que le cas égyptien est quand même un cas, j'allais dire, emblématique. En Syrie aussi, l'armée, alors maintenant avec la guerre, difficile de savoir que représente, mais je sais qu'à l'époque, en Syrie aussi, l'armée jouait un rôle économique important avec ses propres institutions, avec ses propres structures qui permettaient justement de mener des travaux comme le fait l'armée égyptienne. Donc on voit que certaines armées, alors là, peut-être je vais laisser la parole après aux autres contributeurs, mais c'est vrai que certaines armées, effectivement, ont une ambition, en tous les cas, de jouer un rôle économique déterminant. Tout à fait. L'armée égyptienne a ses propres entreprises, ses propres sociétés. Comme j'ai dit dans l'intervention, même pour vendre ces sociétés, ça devient un peu problématique par rapport à comment l'armée va supporter le président actuel au pouvoir, Sisi au pouvoir, ou pas. Donc ça joue un rôle en fait sur la stratégie de contre-coup de la part de El-Sisi de sauvegarder ses entreprises, de sauvegarder tous les intérêts économiques de l'armée de cette manière. J'espère que ça répond. Oui, tout à fait. Sur le poids économique de l'armée libanaise, j'ai pas grand-chose à dire puisqu'il est assez marginal. Le Liban, c'est quand même une économie assez ouverte. La question serait plutôt de savoir quel est le poids finalement du budget de l'armée libanaise dans le PIB de l'État. On sait que c'était entre 4 et 5% avant 2018, avant la Saoula, avant la crise. Aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire, mais oui, non, je pense que son poids économique est marginal. C'est pas un sujet vraiment pour l'armée libanaise. Juste pour apporter peut-être... Oui, vas-y. Juste rapidement, par rapport au poids de l'armée en Algérie, notamment par rapport à ceux qu'on a appelés pendant une période les oligarques algériens durant les années 2010, on s'était posé la question si l'Algérie était en train de connaître finalement, comme ça peut exister dans d'autres pays, des oligarques qui auraient un poids politique par ailleurs, qui joueraient un rôle politique dans la vie du pays. Et force est de constater que dès la chute du président Bouteflika, aussi bien les proches du président Bouteflika dans ces oligarques, typiquement Ali Haddad par exemple, que les opposants au clan Bouteflika, comme par exemple Issa Adrebrab, l'une des plus grandes fortunes d'Afrique, eh bien ils vont tous être arrêtés. Ils vont tous être arrêtés, ils vont tous faire de la prison, ils vont être condamnés, etc. etc. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pouvoir économique indépendant, en tout cas du régime. Oui,
Oui, pour conforter ton propos, Massensen, je sais qu'il y a des généraux algériens qui, pendant des années, avaient des licences d'importation, donc ils pouvaient importer certains produits comme le blé, etc. Alors, l'économie algérienne étant ni une économie, a quitté un modèle socialiste, mais n'est pas véritablement entrée dans un modèle, je dirais, capitaliste. Dans cet entre-deux, il y a des possibilités, je dirais, d'influer sur le champ économique et de mener des activités de prédation en fait, économique sur certains champs de la société. Mais c'est assez obscur, je crois. J'ai pas vu d'enquête vraiment étayer ce sujet qui est, à mon sens, à mon avis, très, très sensible et très, très secret. Quoi. Ouais. Et pour ma sécurité, je ne me suis pas aventuré. Autre question en ligne. Est-ce que vous pouvez donner le nom du sociologue économiste soudanais cité ? Agnès, si tu peux peut-être l'écrire à Gianni, comme ça il va le mettre dans le chat. Ah, il s'agit de Haïdar. Tu veux Regarde, c'est la note numéro 4. On va vous l'écrire comme ça, ce sera On va l'écrire dans le chat. Et la question c'est Ibrahim Ali. Diriez-vous que l'armée soudanaise cherche à copier la stratégie de l'armée égyptienne au niveau de son emprise économique ? Alors ça, on va laisser Sarah le soin de répondre. Je trouve qu'il y a un lien entre le Soudan et l'Égypte dans la manière qu'il y a les relations, par exemple, entre islamistes et militaires qui existent toujours au Soudan et autant qu'en Égypte. Je ne connais pas forcément le cas soudanais, mais il y avait des slogans, par exemple, pendant le soulèvement soudanais, qui ont été un peu intéressants quand même. Ils ont beaucoup abordé El Sisi pour dire qu'on ne veut pas suivre le cas de l'Égypte. Donc ils ont un peu chanté on veut un comité soudanais et pas comme l'Égypte. Donc نريد مجلس تأسيسي مش مجلس تعسيسي. Donc c'est un peu un jeu de mots, mais ça revendique un peu la volonté de ne pas suivre forcément le cas de l'Égypte, mais ça montre aussi la proximité entre les deux cas. Je me permets juste, par rapport à ce que vient de dire Madame, nous voulons une assemblée constituante et non une assemblée à la Sisi. C'est quelque chose qui est apparu en Algérie dès le mois d'avril 2019. Il y avait une personne qui se baladait avec une pancarte dans les rues d'Alger. Et je ne savais pas que ça venait d'Égypte, hein. C'est pour ça que je l'apprends ici. Bon, il a été mis en prison, évidemment, hein, pour port du drapeau à Mazir. Et il a fini par être relaxé in fine. Mais bon, il a passé quelques mois en prison. Et donc ça me rappelait un souvenir fort malheureux. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ? Alors, s'il n'y en a pas, moi je peux peut-être pour terminer, peut-être une question à Massensen sur aujourd'hui où est-ce qu'on en est par rapport au mouvement du Hirak algérien. Est-ce qu'il y a encore une effervescence populaire ou est-ce que c'est totalement neutralisé? Et peut-être une question aussi pour Sarah sur les frères musulmans en Égypte. Le mouvement a été interdit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement sur ce rapport à l'État et cette opposition? Donc le Hirak qui revendiquait un changement radical de système, hein, pas seulement la chute du président Bouteflika, mais ce qu'il y avait aussi derrière, eh bien, a connu une répression, donc, comme j'ai dit, dès le mois de juin 2019, atteinte à l'unité nationale, à l'intérêt national, sous divers fondements juridiques, incitation à attroupement dans l'armée, etc. Il y a eu le Covid qui a cassé la mobilisation sur le plan des marches notamment, mais ça avait repris ensuite, hein, à partir de février 2021, mais le régime est allé encore plus loin dans la répression, c'est-à-dire que non seulement par rapport aux marches du vendredi, il a réactivé une loi qui est du 2 décembre 1991, qu'il utilisait pour les autres jours, mais pas pour le vendredi étant toléré, une loi du 2 décembre 1991 qui a fait suite à la grève insurrectionnelle du Front islamique du salut de mai-juin 1991 et qui prévoit que pour pouvoir manifester, il faut avoir une autorisation préalable des autorités, qui, vous l'imaginez, ne la donnent jamais pour aller manifester contre le régime. Et donc, cette loi du 2 décembre 1991 a été réactivée par notamment un communiqué du ministère de l'Intérieur le 20 mai 2021, tandis que en juin 2021, donc quelques jours plus tard, 2 semaines plus tard, on a eu une ordonnance qui a été promulguée et qui a étendu, comme je viens de le dire, la notion de terrorisme au fait de revendiquer un changement de régime
sans passer par les voies constitutionnelles, sans passer donc par une des constitutions les plus autoritaires de la Méditerranée, qui est totalement cadenassée à une initiative présidentielle et à ses intérêts vitaux et stratégiques qui pourraient constituer un veto à toute révision constitutionnelle. Bref, donc la constitution autoritaire est cadenassée et eh bien, la répression a abouti, hein, ça a été assez efficace. Et bien maintenant, il n'y a plus de Irak. C'est-à-dire pratiquement toute expression contre le régime est susceptible de vous amener en prison. Hein. Vous critiquez la légitimité du président de la République, vous portez atteinte à l'unité nationale parce qu'elle est garant de l'unité nationale dans la Constitution. Vous critiquez l'armée, c'est l'affaire Karim Tabou, vous êtes susceptible d'atteinte à l'unité nationale, etc., etc., etc. Et donc maintenant, il n'y a plus de Irak, si vous voulez, dans la rue. Il n'y a plus beaucoup de Irak non plus sur les réseaux sociaux, en tout cas en Algérie, parce que, tout simplement, beaucoup de gens qui publient sur les réseaux sociaux se font arrêter. Et alors là où le Irak se manifeste encore, mais je ne veux dire pas de façon positive, de façon d'une autre manière, c'est bien par le boycott, hein, le boycott des élections. C'est tout ce qui reste comme possibilité aux Algériens. Alors le boycott actif, lui, il peut être susceptible hein, d'atteinte à l'unité nationale, donc mais c'est le boycott passif, le fait de ne pas participer aux élections, tout simplement. Même les taux officiels de participation des différentes élections organisées depuis l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 sont toutes marquées par des records d'abstention. Les taux officiels, je dis bien, les taux officiels donnés par l'État algérien. Alors les taux officieux, je ne les connais pas, mais on peut s'imaginer que ça va beaucoup plus loin. Donc c'est tout ce qui reste actuellement comme possibilité de s'exprimer en Algérie. Et par ailleurs, les journaux sont en train de fermer les uns après les autres. Par exemple, le journal Liberté, qui était un des grands journaux francophones depuis le début des années 90, eh bien, vient de fermer. Et donc, il y a même une disparition de l'information actuellement. On ne sait même plus, par exemple, pour la répression, les jugements de qui est condamné à quoi, etc. On a beaucoup de mal à savoir ce qui se passe, parce que les journaux disparaissent et les gens, et même au sein de la presse, les gens ont peur de s'exprimer. Je vais vous donner un petit exemple et je terminerai là-dessus, rien que sur la presse. La presse, théoriquement, dans la Constitution, pour vous montrer comment fonctionne un régime autoritaire d'un point de vue constitutionnel et légal, théoriquement, dans la Constitution, vous ne pouvez pas avoir un journaliste ne peut pas être emprisonné, incarcéré pour délit de presse. Ça, c'est écrit dans la Constitution depuis 2016. Mais vous avez tous entendu des affaires telles que Khaled Drarni, par exemple, typiquement l'une des plus connues. Il y en a plein d'autres, hein, de journalistes qui ont été emprisonnés. Oui, mais la Constitution, pour bénéficier de ce statut de journaliste, eh bien, elle renvoie à la loi. Et la loi, c'est celle de 2012 sur l'information qui prévoit que pour être journaliste, eh bien, il faut une carte de presse et il faut un contrat écrit. Alors évidemment, beaucoup de journalistes algériens ne l'ont pas et donc sont susceptibles d'aller en prison. Vous avez un autre exemple, et je terminerai là-dessus, c'est l'affaire Rabah Karesh. Rabah Karesh, un journaliste du journal Liberté qui n'existe plus, qui avait fait un reportage sur des manifestations de Touareg à Tamanrasset. Il a été mis en prison sur différents motifs et sur différents fondements. Et alors lui, il avait la carte de presse. Alors comment a-t-on pu le condamner ? Bien parce qu'on a fait la distinction, c'est très subtil, hein, on a fait la distinction en fait entre la qualité de journaliste, alors lui il n'y a pas de souci, il est journaliste, hein, il a sa carte, etc., il a un contrat écrit. Donc il ne pouvait pas être poursuivi pour les articles de presse qu'il faisait paraître dans la presse, mais il a été poursuivi pour avoir publié sur ses propres réseaux sociaux, hein, sur Facebook typiquement, ses articles de presse. Donc on a distingué entre sa qualité de journaliste et sa qualité de personne privée. Vous voyez ? Mais bon, ça n'est bon, alors il n'y a plus d'expression publique du Irak, ça n'est plus possible. Ouais. Les frères musulmans, l'organisation est officiellement interdite depuis 1948. Avec un petit passage à la légalité entre 2011 et 2013. Et puis, ils sont prononcés comme organisation terroriste en 2013. Ça fait que les membres de l'organisation qui étaient en Égypte sont en prison. Et le reste, ils sont en exil. Notamment dans la région, par exemple, au Qatar ou en Turquie. En Turquie, ils ont essayé de manifester un peu, de faire un média parallèle pour avoir une voix. Le dernier Mourchid ou guide suprême, Mounir, est décédé il y a juste 2 semaines, en fait. Et lui, il avait prononcé juste avant sa mort qu'il se focalise sur 3 aspects. Donc, notamment faire une réconciliation avec le régime,
de voir s'ils peuvent libérer tous les membres en prison en Égypte. Le troisième, je me rappelle pas tout à fait, mais avec sa mort, il y avait un autre courant qui se formule. Il s'appelle le troisième courant. Et ils sont en Turquie et ils sont en train de se construire depuis un an. Et là, maintenant, ils ont des idées un peu à part des frères musulmans, de l'organisation elle-même. Et donc, les idées que Mounir a manifestées avant sa mort. Très bien. Ben merci. Je pense qu'on peut remercier nos intervenants. Ah, il y a une question encore. Il y a encore une question, une dernière question qui parle de la sociologie des armées. Il demande si vous avez travaillé sur la sociologie des armées, en citant les exemples de l'armée égyptienne et colombienne, en disant que contrairement où l'armée égyptienne a produit des logiques d'ascension et de reproduction sociale très fortes et une bourgeoisie ou grande bourgeoisie, l'armée colombienne a été aussi pour des personnes issues des milieux ruraux le moyen de faire 3 repas par jour. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'au début, finalement, au moment des indépendances, c'est vrai que l'armée a été un vecteur d'ascension sociale. On l'a vu en particulier, alors vous avez pensé que je suis un peu obsédée, mais je parle de la Syrie parce que c'est un exemple que je connais bien, et c'est vrai que l'armée a été un moyen, en particulier pour les minorités, et la minorité alaouite, de connaître une ascension sociale, parce que c'était une communauté qui était rurale et qui n'avait pas accès aux villes, et que cette communauté a complètement compris l'intérêt qu'elle avait à rentrer dans cette institution pour bénéficier d'une ascension sociale. Et vous savez, on raconte cette histoire, on va quand même terminer sur une blague pour sourire un peu. C'est que je ne sais pas si vous vous souvenez à quoi ressemblait Hafez al-Assad. Il avait le crâne, le dos du crâne extrêmement plat. Et donc, c'est une particularité physiologique de ce crâne. Et alors, l'histoire raconte que tous les Alaouites, quand ils étaient petits, leurs parents leur disaient toute la journée, en leur tapant sur le crâne, ce qui fait que du coup, ils avaient le crâne plat, « Hacham, Hacham », c'est-à-dire « tu iras à Damas ». L'idée de sortir de la condition dans laquelle ils étaient, de cette condition rurale, et c'était une communauté qui était très pauvre, et du coup l'ascension passait par le fait d'aller à Damas, et en particulier en rentrant dans l'institution militaire qui permettait de sortir de cette condition qui était une condition défavorisée. Alors j'ai pas répondu à votre question complètement, mais c'était juste une petite anecdote de fin. Mais est-ce que l'un d'entre vous a une réponse plus sérieuse que la mienne ? Oui, je pense que l'armée, de manière générale, si on regarde les études de sociologie militaire, un peu partout à travers le monde, ça a toujours été un outil de promotion sociale pour des classes populaires. Si vous regardez les armées américaines, même l'armée française recrute beaucoup dans les banlieues, on ne le sait pas trop, mais ça recrute beaucoup dans les banlieues et le milieu rural, je dirais, déclinant. Et je pense qu'il en est de même dans pas mal de pays de la région MENA. Après, il faut regarder au cas par cas parce que chaque pays est différent. On ne peut pas comparer la Tunisie et les Émirats arabes unis. Enfin, c'est des configurations tellement différentes. Donc mais je pense qu'en achetant le numéro, vous allez quand même trouver des petites informations intéressantes. Juste un petit mot sur la Tunisie. Vous le savez, la Tunisie a connu une nouvelle constitution, connaît une nouvelle constitution depuis 2022, suite au coup d'État du président tunisien contre la constitution légitime écrite et adoptée par l'Assemblée constituante en 2014. Et donc l'état civil a été supprimé de la constitution tunisienne et la stricte neutralité auquel étaient tenues les forces de sécurité et l'armée tunisienne a aussi été supprimée. Donc on a en quelque sorte une algérianisation du droit tunisien pour le meilleur ou pour le pire. Bien, écoutez, on peut que vous conseiller de lire cette revue, en tous les cas, les 12 contributions qui constituent ce numéro de Confluence. Merci. Alors la revue est disponible sur Cairn en ligne et elle n'est malheureusement pas pour les gens en présentiel disponible ce soir parce qu'on a eu des problèmes de livraison, mais elle le sera aux horaires d'ouverture de l'IREMO de 14h à 18h. Passez une tête dans la vitrine et nous sommes là et vous pourrez acheter la revue dès qu'on la reçoit.